Bonjour et merci donc de nous accueillir aujourd'hui. Nous avons choisi avec Anne-Laure de travailler sur le thème de l'impuissance, donc qui a donné lieu au titre Figure de l'impuissance du clinicien. Effectivement, moi, en tant que jeune clinicienne, c'est quelque chose qui m'a interpellée dans le service d'oncologie médicale dans lequel je travaille, et plus particulièrement dans ma clinique. Nous nous sommes donc associées toutes les deux pour travailler sur ce thème-là. Je vais d'abord lui laisser la parole pour qu'elle puisse un petit peu introduire le sujet. Et puis dans un second temps, j'évoquerai un cas clinique de façon à illustrer nos propos. Voilà. J'amorce le geste qui devrait me mettre à genoux afin d'atteindre la bouteille d'eau sur la table, là-bas, au bout du lit, et aussitôt m'écroule à gauche, dans le vide. Mon buste rampe sur le drap pour soulever ce bras mou, à l'extrémité duquel la main effleure le sol, impuissante. L'impulsion que je tente de transmettre à ce membre reste vain. Où sont passées les commandes du mouvement? Michel Assante. La problématique du corps, et notamment du corps impuissant, est centrale dans la prise en charge des patients dans les services de maladies somatiques graves. Tomber gravement malade, métaphore de la chute. Subitement, le patient hospitalisé perd sa pleine capacité d'agir, à la fois sur le monde qui l'entoure, mais également sur son propre corps, dont il n'a plus la maîtrise et dont il peut se sentir exproprié, pour reprendre le terme de Delvaux Gregori. La demande des patients va porter précisément sur cette impuissance du corps et les pertes associées. Je ne peux pas, je ne peux plus, alors que je devrais pouvoir. Perte de pouvoir par rapport à une performance supposée. Volonté de retrouver cette capacité de puissance qui passe par la guérison du corps. Questionné par les patients sur cette capacité à agir sur le corps anatomique, le psychologue est pris dans une sorte de confusion des langues. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Il faut que vous me donniez des solutions. Y a-t-il des solutions? Registre de l'agir et du somatique plutôt que du dire et du fantasmatique. Lui qui apparaît bien souvent comme un technocrate du bien-être et de la bonne humeur, technicien de l'âme humaine ou de la dernière chance. Si mon mari vous voit, on pourra dire comment il aura mis toutes les chances de son côté. Support de tous les fantasmes. Comment le psychologue peut-il ne pas être décevant? On dit que le moral a une place importante dans la maladie, c'est pour ça que je voulais que je vous rencontre. Mais en fait, sa santé se dégrade de plus en plus. Ce sont des vrais propos tenus par les patients. D'une interrogation sur ses capacités et peut-être son identité, un basculement est opéré dès lors que la dialectique de la vie et de la mort, la survie du corps sont engagées. Vous ne pouvez plus rien faire pour moi. Comment est-ce que vous pourriez m'aider alors que même les médecins n'y arrivent pas? Confrontant le psychologue exerçant dans ses services à sa propre impuissance. Impuissance à guérir le soma, à agir sur ce corps malade, qui devient le tout. L'instrument dont il dispose, la parole, n'apparaît pas comme étant suffisamment puissante pour atteindre ce corps somatique. Or, c'est précisément celui-ci qui souffre. Parole dont la dimension thérapeutique est de plus souvent évacuée par les patients, mais aussi parfois par les autres soignants. Je lui ai dit que s'il avait envie de discuter un peu, il pouvait toujours t'appeler. Et en même temps, comment cette parole pourrait-elle paraître suffisante, suffisamment contenante, face aux angoisses de mort, de perte, de mutilation de ces patients? Comment ne pas avoir l'impression que cette parole ne remplit rien, pour reprendre les mots de Fédida? Comment pourrait-elle ne pas paraître vaine ou désuète face à la haute technicité des soins à l'hôpital, à l'arsenal dont disposent les soignants pour guérir? Cette parole peut de plus paraître comme dangereuse. Les mots à l'hôpital sont parfois de mauvais augure. Ils ont le pouvoir de faire basculer de l'autre côté. Vaut-il mieux alors privilégier le silence? C'est tout ce que vous pouvez me dire, disait un patient hospitalisé. C'est vécu par ça. Le silence est aussi précieux que la parole qui soutient, nous dit Arnaud. Le vide se découvre dans le silence de la parole. Il fait que la parole peut s'ouvrir, nous rappelle Fédida. Mais dans ce contexte, ces patients tombés gravement malades ne sont-ils pas finalement déjà tombés dans le vide? Alors comment garder le silence? Écouter, accueillir, peut-il être suffisant dans ce contexte mortifère? Comment tenir sa position? Comment adopter une posture winnicottienne face au silence
alors que celui-ci prend une dimension particulière. À travers ce silence, le patient mortellement malade ne risque-t-il pas en effet de se sentir infiniment abandonné ? La condition d'être seul revêt dans cette clinique une dimension particulièrement angoissante, puisque l'expérience de séparation et de perte est ici bien réelle et associée à un morcellement du corps. Comment ne pas être tenté de remplir ce vide ? Comment faire émerger de ce vide la créativité dont parle Winnicott ? Quelle place alors pour le psychologue dans ses services ? Quelle place pour le corps psychique, libidinal, dans un lieu où le sentiment d'exister tend à être réduit aux sensations ? Comment opérer un basculement entre ce que Duval appelle le temps physique de la maladie, central au moment de l'hospitalisation, et le temps psychique, nécessitant un dégagement du corps réel, précisément lorsque celui-ci menace de disparaître ? Le passé proche s'est éloigné, le passé lointain s'est rapproché, le présent s'est dilaté, le futur est pressenti quelque part, là-bas, au loin, désertique. Je me sens reliée à un passé en mouvance, incrusté au présent, en équilibre vers un futur hypothétique. Le présent dure depuis le 28 novembre. Michel Assante. La temporalité du patient est soumise à un rythme répétitif à l'hôpital. Gestes ritualisés, ordonnés, viennent remplir ce temps et plongent le patient dans le temps de l'instant plutôt que dans celui du présent. Or, prolonger indéfiniment le temps de l'instant lui permet de ne pas se poser la question de l'après, d'abolir la temporalité, d'éviter la fuite du temps vers un avenir potentiellement menaçant, nous dit Alquier. Comment alors replacer le sujet dans son historicité, incluant passé et avenir, précisément lorsque cet avenir n'est pas certain d'exister ? Comment respecter la temporalité psychique du patient alors qu'il y a urgence à agir sur son corps ? Comment composer avec le risque de finitude ? Comment, précisément, préserver notre identité et notre spécificité de psychologue, alors que celle-ci peut paraître quelque peu anachronique au sein de l'univers hospitalier ? Comment ne pas devenir les mêmes que ceux avec qui nous travaillons, nous échangeons, afin de garder cette interdisciplinarité riche pour le patient ? Comment préserver cette place particulière dévolue au psychologue qui intervient auprès des patients, mais également auprès des équipes soignantes ? À quoi se raccrocher, particulièrement lorsqu'on est un jeune clinicien, alors que ce statut nous met à une place dans laquelle nous sommes relativement seuls ? À quoi se raccrocher alors que le cadre conceptuel et théorique, élément de notre identité professionnelle, ne tient pas dans ces services-là ? La demande est en effet bien souvent à l'origine des soignants plutôt que les patients eux-mêmes. Tristesse, perte d'appétit, solitude, stress, pleurs sont autant d'événements qui semblent pouvoir justifier l'intervention du psychologue au chevet d'un malade. Mais celle-ci est-elle réellement légitime ? Consultation souvent effectuée dans la chambre du patient, lieu où sa parole est exposée. Consultation soumise à la temporalité des soins, ou celle des visites qui bien souvent viennent la bousculer, voire la suspendre. Comment ne pas être éconduit narcissiquement par tant d'impuissance ? Autant de questionnements qui confrontent le psychologue à son identité professionnelle, que le sentiment d'impuissance peut venir menacer, particulièrement lorsqu'on débute sa pratique. Le psychologue, dans cette clinique dite de l'extrême, a perdu son cadre de référence, nous dit Daniel Deschamps. Les signifiants flottants ne lui disent plus rien. Il nage dans les signifiants énigmatiques, ceux qui le rejoignent là où il ne peut pas encore aller, au lieu de son exil, l'exil du vert paradis de notre enfance, là où il sait qu'immanquablement, on tue un enfant a été tué. Il se raccroche à ce qu'il peut, aux branches de l'arbre qui lui cachent la forêt, en honorant cette pratique de bavardage, réhabilitée par Lacan, qui n'est pas sans risque, pour tenter de remettre le patient dans les raies de son discours, au droit fil de l'inconscient, dans les arcanes de son désir éprouvé. Voilà, maintenant je vais laisser donc la place à Sarah qui va vous exposer une situation clinique dans laquelle elle se sentit impuissante. Et voilà, je réinterviendrai ensuite pour la conclusion. Oui. Donc moi, je vais vous parler de Madame M, qui est une patiente âgée de 57 ans, que je suis actuellement dans le cadre de consultation externe. Je la reçois donc dans mon bureau, qui se situe à l'hôpital, mais en dehors du service d'oncologie médicale où j'exerce. Suivie par le service pour un adénocarcinome bronchique métastatique, qui signifie donc un cancer des poumons. Initialement traitée par thérapie orale, la patiente va débuter prochainement une chimiothérapie en intraveineux. La pathologie a été diagnostiquée en avril dernier et je l'ai reçue à 5 reprises depuis le mois d'août.
Dans le cadre ambulatoire, la patiente recevait toutes les semaines à peu près un appel de l'infirmière de coordination du service d'oncologie médicale. Il me semble important de préciser que j'exerce moi-même dans ce service depuis février 2017 et que c'est mon premier poste à l'hôpital. Vous comprendrez donc par la suite pourquoi je le précise ici. Lors de notre première rencontre, elle m'explique être venue me voir suite au conseil de l'infirmière de coordination car elle ne se sent pas très bien. Effectivement, l'infirmière m'en avait parlé plus tôt en m'expliquant que Madame L est assez fragile et qu'elle se sent isolée. Notamment car elle n'a pas de lien direct avec l'hôpital puisqu'elle est suivie donc par téléphone et a des consultations ponctuelles avec son oncologue. Physiquement, la patiente a l'air jeune, elle a le visage triste avec des grands yeux bleus. Ses yeux regardent souvent dans le vide pendant de longues minutes durant l'entretien. Au moment où elle parle, elle s'interrompt plusieurs fois et se fige, comme prise par une angoisse. Elle m'apparaît comme une petite fille démunie au regard perdu. Lors du premier entretien, la patiente m'explique être très angoissée et avoir du mal à respirer, ne sachant pas réellement distinguer la cause physique de la cause psychologique de cette gêne respiratoire. Elle me dit ne jamais avoir vu de psychologue et ne sait pas bien ce que cela peut lui apporter. Je lui présente alors cet espace comme un lieu d'accompagnement autour de son vécu et ressenti, où elle peut aborder ce qu'elle souhaite. Souvent dans l'entretien, elle me fixe et j'ai le sentiment qu'elle attend comme une réaction de ma part. Elle me dira plus tard ne pas supporter le silence, qu'elle vit de façon angoissante. Cela va susciter un premier questionnement par rapport à ma place de psychologue. Le silence fait effectivement partie des entretiens cliniques. Je me demande alors comment me situer par rapport à cette demande. J'entends, en tout cas à travers cela, un besoin d'être contenu pour la patiente. Sur le plan familial, elle me dira avoir une relation mère-fille compliquée, ne lui permettant pas de dire sa souffrance à l'autre, comme si tout cela devait être gardé pour elle. Cette patiente fragile, que je sens perdue, génère chez moi l'envie de prendre soin d'elle. Elle m'explique ressentir un manque dans la prise en charge, car au domicile, elle se sent seule face à la maladie. J'ai alors envie de lui permettre cet espace comme lien avec l'hôpital, où elle pourrait associer librement autour de son vécu. Cela nous amène déjà à la place du lien transférentiel pour la patiente. Ce que j'ai ressenti comme étant une attente de sa part est un sentiment ou comportement qui peut-être se réactualise ici avec moi, mais dont on peut imaginer que la patiente a déjà vécu dans une autre relation, comme cela pourrait être le cas avec sa mère par exemple. Comme si une relation similaire, connue par la patiente, venait se rejouer avec moi en entretien. Tout cela va contribuer à me conférer un rôle maternant auprès d'elle. L'entourage de la patiente est très peu évoqué et semble peu soutenant. Elle me parle brièvement d'un compagnon qui semble tout de même présent pour elle. Mais je n'en sais pas plus car elle n'en dit rien d'autre pour le moment. L'étayage est assez pauvre chez elle avec une certaine difficulté à élaborer. Au niveau contre-transférentiel, elle vient solliciter chez moi une fonction d'étayage et une fonction maternante, où, comme évoqué plus tôt, je veux prendre soin d'elle. Dès le premier entretien, je ressens une certaine impuissance face à elle. Cela s'explique par un sentiment de solitude dans l'accompagnement de sa souffrance éprouvée. L'entourage étant vécu comme peu soutenant, je joue seule ce rôle d'accompagnant et je me demande comment elle pourrait réagir si je venais à défaillir. Son investissement auprès de moi, comme seul objet d'étayage, me confère une place particulière dans cette relation transférentielle qui s'apparente à une relation de dépendance. Ainsi, le rôle maternant qui m'est conféré prend plus de sens à ce moment-là. Lors des 2 entretiens suivants, j'apprends que cette patiente occupait un poste d'aide-soignant dans un hôpital parisien et elle verbalisera toute sa difficulté à elle-même être malade à présent. À travers la maladie de l'autre, elle se sentait déjà incapable d'y être confrontée. Au fur et à mesure des entretiens, la tension portée au corps qui était source d'angoisse s'est transformée en affect dépressif où la maladie est impensable et inacceptable tant elle vient la confronter sur le plan psychique. Comme si occuper une place de soignant venait conjurer le mauvais sort de la maladie comme une barrière protectrice, barrière qui s'effondre au moment de la maladie et qui vient la sidérer
d'autant plus qu'elle évoquera ne jamais avoir été malade. Elle me dira « Je veux guérir pour être bien, mais je ne peux pas guérir d'être mortelle ». Elle évoque ici son angoisse de mort, présente de façon latente dans ses propos, cette angoisse qui flotte au-dessus de nos têtes durant les entretiens. Son impuissance liée à la maladie émerge, et c'est celle d'être confrontée effectivement à sa propre mortalité sans le vouloir. Elle vient transcrire son sentiment de perte d'illusion d'immortalité ici. La patiente n'envisage pas son cancer comme étant acceptable, tout comme elle n'envisage pas d'accepter de mourir. Elle ajoutera « Je me sentirais bien si je n'étais pas malade » ou encore « Là tout va bien, je n'ai aucune raison de me plaindre si je n'étais pas malade ». Finalement, tout tourne autour de ce corps malade et de cette incapacité à l'accepter ou en tout cas à composer avec. Le cancer vient entraver les mécanismes psychiques de Madame M, où seuls les affects dépressifs permettent d'évoquer et de penser la maladie. Cette impuissance, je la ressens aussi. Elle m'envahit, elle fige mes pensées, comme celle de la patiente qui n'envisage pas un mieux-être hors de la sphère fantasmatique où elle ne serait pas confrontée à sa propre mort. Je ne l'imagine pas se sentir mieux tant que le cancer est présent. Mon incapacité à me décoller de son discours émerge et devient paralysant. Je ressens le vécu de la patiente, mais n'arrive pas à le penser avec suffisamment de recul. Au dernier entretien, la patiente m'apprend que son oncologue lui a annoncé la veille une progression pulmonaire qui expliquerait sa toux. Elle devra maintenant suivre une chimiothérapie en hôpital de jour. Cette annonce l'a anéantie, elle s'est effondrée et a pleuré durant presque tout l'entretien, en mettant en avant la violence de cette annonce inattendue et inacceptable. Comme au plus près de sa propre mortalité, elle dit « C'est bien de réparer l'intérieur, mais on ne peut pas réparer l'extérieur ». En faisant référence à la place qu'elle accordait à ce moment même, à l'expression de sa psyché et à l'annonce du médecin qui venait mettre en danger le corps mortel. Ce même corps, effracté par le cancer, qui avait besoin de contact physique, qu'on le touche pour se sentir mieux, me dit-elle. Elle expose ici son propre sentiment d'impuissance où elle exprime ne pas pouvoir guérir son corps. La psyché aussi est vécue comme impuissante car elle n'a pas de pouvoir réparateur sur ce corps. Et dans ce rôle d'accompagnement psychique, je me sens aussi impuissante car je ne sais pas quelle place elle souhaite accorder à l'expression de sa psyché. Dans ses propos, elle met en avant un paradoxe important. Elle reconnaît le rôle de cet accompagnement psychique, ou du moins la place du psychisme, mais en même temps, elle ne lui reconnaît aucun pouvoir, comme si elle manquait de confiance dans ses propres ressources. Cela m'a donc questionnée sur la place que je pouvais occuper. Elle formulait comme une remise en question des entretiens menés jusqu'alors. Obnubilée par le corps, la psyché était un seul outil, dépendant du corps et qui n'était pas dissocié de ce corps gravement malade. Elle ne pouvait pas réparer le corps et moi non plus. En cela, nous étions toutes les deux impuissantes, car ni moi ni elle ne pouvions, au travers de la psyché, permettre une guérison du corps. Cependant, nous pouvions laisser la psyché s'exprimer au cours des entretiens. Malgré l'impuissance à laquelle confronte la maladie, nous devions faire le deuil d'une possible guérison pour le moment. La maladie grave a cette particularité, c'est qu'elle vient nous confronter à la mort des patients, ce sur quoi eux comme nous ne pouvons agir. Nous nous retrouvons ainsi impuissants face à cette destinée. Je vais prendre le temps donc de développer davantage ce qui se passe pour la patiente et pour moi. Je ressens qu'il lui est très difficile de s'étayer sur les autres, comme si l'étayage n'était pas pérenne dans le temps, comme s'il fallait tout recommencer au début de chaque rencontre. L'autre doit travailler pour elle, en tout cas ce que je ressens d'ailleurs en entretien, mais elle ne semble pas capable de l'intérioriser, de l'intégrer. Effectivement, elle attend de moi que je lui renvoie des choses durant l'entretien, là où elle exprime son angoisse, dans le silence, ses regards fixes et interrogateurs, je réponds en partie à cette demande. Dans sa position, elle semble être venue questionner ma place, comme si elle attendait de moi que je la guide et comme si j'attendais de mon côté qu'elle s'autonomise. Cela est en lien avec le sentiment de dépendance qu'elle me renvoie. Pour elle, c'est ce qui se joue dans le transfert où elle semble avoir besoin de l'autre. J'ai le sentiment qu'elle adopte le comportement d'une petite fille
qui aurait besoin de sa mère. Son comportement vient ici traduire une régression, peut-être déjà présente dans sa relation à l'autre, mais qui vient se réactiver ou se majorer à l'occasion du cancer. Par ailleurs, ce qu'elle évoque ne s'inscrit pas dans une historicité. Les moments de l'entretien sont des moments où elle exprime ce qui se passe pour elle à l'instant T, sans que ce soit inscrit dans un récit racontant son histoire. Je ne connais d'elle que son corps malade et le ressenti associé. Je me demande si les entretiens sont pensés. En tout cas, j'éprouve un manque de matériel clinique qui me permettrait de penser la patiente dans un continuum psychique. De plus, durant ces entretiens, j'ai le sentiment que Madame M est dans le choc de l'annonce, dans la sidération, où les mécanismes psychiques sont figés et tournent en boucle, comme si elle n'en revenait toujours pas d'avoir un cancer. Comme évoqué plus tôt, l'entourage de Madame M n'est pas vécu comme soutenant. J'ai l'impression donc de me retrouver seule comme elle, et cela me confère un rôle particulier, car j'ai le sentiment d'adopter une fonction maternante, où mon rôle serait de m'occuper d'elle. J'ai l'impression que si je défaillis, elle peut s'effondrer. Cela met de nouveau en avant son lien de dépendance à l'autre, où ses capacités psychiques propres ne semblent pas être reconnues, mais seulement identifiables à travers l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, il est aussi difficile pour moi de me décoller de son discours. J'ai le sentiment de ne pas pouvoir penser durant l'entretien. Je me sens comme en miroir de son vécu, où je n'arrive pas à prendre suffisamment de distance au moment où elle me parle. Au-delà des mots, j'ai du mal à percevoir ce que la patiente essaie de me dire, ou en tout cas à saisir ce qui se manifeste pour elle au travers de ses propos. J'éprouve une certaine impuissance à penser les choses. À cela s'ajoute le fait que j'appréhende un risque d'effondrement pour Madame M, car j'ai le sentiment qu'elle a du mal à se connecter, dans la réalité médicale, à ce corps malade. J'anticipe donc pour elle. En fait, j'aimerais qu'elle soit préparée aux éventuelles difficultés qu'elle pourrait rencontrer durant la maladie. Comme une mère qui souhaiterait que son enfant soit préparé aux difficultés qui l'attendent dans la vie pour mieux s'y confronter. Par exemple, lorsqu'elle m'a annoncé son changement de protocole, donc le passage de la thérapie orale à la chimiothérapie intraveineuse en hôpital de jour, qui comporterait un risque plus important d'effets secondaires, je me suis entendue penser que peut-être cela lui permettrait d'être davantage confrontée à sa maladie et à ce corps. Corps qui viendrait défaillir et ne pas répondre au fantasme d'un corps qui ne serait plus ou pas atteint. Comme une confrontation à la réalité, lui permettant de remettre en mouvement les différents mécanismes psychiques. Ma crainte vient se majorer dans ma position de jeune psychologue, où je me demande comment appréhender et accompagner cet effondrement s'il survient. Je me sens impuissante dans mes capacités à la soutenir si elle venait à s'effondrer. En fait, comme elle, je ressens un manque de confiance dans mes propres ressources, ici à la contenir si elle s'effondre. De plus, j'appréhende avec elle un effondrement violent. Mais c'est auprès d'elle que je ressens cela particulièrement. C'est elle qui vient donc solliciter chez moi ce sentiment. En effet, cette patiente présente une relation de type dépendante, et là où avec d'autres patients, la distance est plus préservée, elle convoque chez moi ce rôle maternant et ce vécu en miroir, où j'ai le sentiment d'être moi aussi seule, perdue, avec un manque de confiance dans mes propres capacités, et je ne saisis pas bien quelles sont ses attentes. En fin de compte, tout se situe et se joue au niveau transférentiel et contre-transférentiel avec elle, d'où ce travail d'élaboration aujourd'hui qui va me permettre sans doute par la suite de mieux penser les choses. Avec elle, je mets en place une forme d'anticipation anxieuse qui me permet sans doute de me préparer à la suite, au cas où elle viendrait à s'effondrer. J'appréhende à sa place. Là où elle ne se situe que dans l'instant présent, moi je vois l'après et j'imagine le pire. Nous sommes sur deux temporalités différentes. La sienne n'admet pas la suite en ce sens que la maladie n'est pas admissible, alors que moi j'appréhende la suite en m'interrogeant sur sa capacité à s'adapter et la mienne. Là où moi j'anticipais déjà une progression pulmonaire, elle ne reconnaissait plus son corps et questionnait son identité. Comment faire en sorte que sa temporalité psychique ne soit pas brusquée par la mienne et qu'elle puisse penser les choses à son rythme. L'écoute du psychologue dans un service d'oncologie médicale et plus globalement dans un service hospitalier est complexe car nous sommes à l'écoute de la réalité psychique du patient, mais parfois celle-ci est happée
par la réalité médicale. Notre écoute est alors parasitée par nos connaissances sur la situation médicale du patient, informations dont le patient ne dispose pas forcément, ou même s'il les a, ça n'est pas le moment pour lui de l'évoquer en entretien. Il faut alors écouter et entendre le patient déployer sa propre histoire à son rythme. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, du coup je vais conclure assez vite. Donc je voulais repartir de la phrase qu'a dit la patiente, on ne peut pas réparer l'extérieur, parce que finalement, patient et psychologue donc, se trouvent impuissants face à ce corps somatique, et pourtant à l'hôpital, tout tourne autour de ce corps. Puisque c'est un lieu de souffrance du corps anatomique, c'est la raison d'être et d'existence de ce lieu. Les rendez-vous médicaux, les consultations sont justifiés par le fait d'être patient ou malade. Donc avoir une consultation psychologique à l'hôpital, c'est pas neutre, et ça convoque et ramène forcément au corps. Souvent d'ailleurs, ces consultations précèdent ou suivent un rendez-vous médical. Elles sont donc prises dans la dynamique des soins du corps. D'ailleurs, il y a certains patients qui appellent le psychologue docteur. Donc finalement, le cadre hospitalier renforce la prédisposition du malade à se centrer sur son corps et à désinvestir le monde extérieur. Donc voilà, je ne vais pas vous citer Freud, hein, vous savez. Comment, comme le dit Carl Leo Schwering, sortir de la plainte et de la lamentation pour aller vers la demande et la symbolisation? Le psychologue doit être à l'écoute de ces mots du corps, dans laquelle les affects prédominent au détriment des représentations relevant de la symbolisation primaire. C'est donc à partir du réel de ce corps que psychologues et patients vont pouvoir sortir de cette impasse mutuelle dans laquelle ils se trouvent. Donc écouter les plaintes du corps évoquées pendant les consultations, la douleur, les vomissements, les nausées, dues à la maladie et au traitement. C'est écouter ce que Flavia Del Fovo nomme l'histoire de ce corps, dont la maladie constitue une rupture et qui va permettre à l'histoire du sujet d'advenir. C'est donc à partir de ces mots du corps que psychologues et patients vont pouvoir sortir de la confusion des langues dans laquelle ils se trouvent pour élaborer un langage commun. Et le corps du psychologue lui-même va jouer un rôle important dans cette clinique. Voilà, donc Flavia Del Fovo qui, pareil, nous dit la qualité de présence et de contact semble prévaloir sur l'hypothèse de l'interprétation. Donc là, ça m'a vraiment fait penser à tout ce que dit Winnicott sur la question de la présence du psychologue. C'est sur sa capacité d'être présent. Pareil, là j'ai des citations, mais je vais passer. Voilà, mais ce qui reste particulier en tout cas dans cette expérience du psychologue dans ses services, c'est vraiment la question de la mort qui est omniprésente. Donc que dire, comment trouver les mots justes pour aider le patient à élaborer sa propre mort, se représenter l'irreprésentable, comment penser la souffrance, penser la mort, et comment trouver du sens à cela. Face à la mort, aucune machine, aucun protocole, aucun savoir ne sert plus à rien, écrit Carl Leo Schwering. Alors pourquoi chercher à tout prix du sens, du signifiant, alors qu'il s'agirait, selon Daniel Deschamps, d'emblée d'être un vide qui rencontre un autre vide, dans ce temps qui n'en est plus un, et juste accepter ou non de plonger dans cet univers si particulier, sans faire l'impasse de l'impact pétrifiant et global de telles situations de vie. Donc, travailler dans cette clinique nécessite d'abandonner tout son référentiel et vraiment d'aller rejoindre le patient dans son lieu d'égarement, se laisser imprégner par cette impuissance qui fait écho à l'expérience vécue par le patient. Et là aussi, je pense qu'on peut aussi se référer à Winnicott et à tout ce qui est dit sur la capacité d'être seul. Élever son impuissance à l'impossible, propose Lacan. Cela nécessite parfois, c'est très stressant, un renoncement. Ainsi, l'angoisse de mort de la patiente dont il a été question ici revêt une dimension ontologique qui dépasse le cadre de la maladie et nécessite un renoncement à son désir d'immortalité. Et peut-être que ce renoncement pourrait également être nécessaire au psychologue qui, pour sortir de sa propre impuissance, devrait pouvoir renoncer à une idéalisation de son rôle professionnel qui est peut-être plus prégnante encore quand on débute en tant que clinicien. Voilà.